C'est voilà, le petit bilan que tu as pu faire sur l'état des démarches de mutualisation du PCRS. Voilà, donc effectivement, pour des journées de géomaticiens, on a jugé utile de faire une carte de l'avancement. Alors, quelques mots de légende. Plus c'est vert foncé, plus ce sont des mutualisations de PCRS qui sont abouties. Le vert foncé complet, c'est qu'il y a des échanges de mise à jour réguliers. Et puis plus le vert est clair, plus on est en début de construction de PCRS. Et puis le dernier, quand il n'y a pas de couleur, premiers échanges entre partenaires. Alors comme toute carte, c'est une interprétation de la réalité, donc elle n'engage que celui qui l'a fait. Donc ceux qui ne partagent pas la façon de représenter les choses, je tiendrai une cellule de réclamation tout à l'heure à la pause si vous voulez. Ce qu'on peut faire comme commentaire sur cette carte, c'est que, alors vous avez en fait pas mal de situations de PCRS avancent, on peut dire qu'on ne part pas de zéro. À ceux qui disent en France que le projet PCRS ne décolle pas, je pense que c'est pas vrai, on voit qu'il y a beaucoup de situations où ça avance. Ce que montre aussi la carte, c'est qu'il y a des zones totalement désertiques, ou quasiment désertiques sur le PCRS. Et puis, dernière remarque, eh bien, on voit que le PCRS est contagieux, puisque finalement c'est par tâche que ça se développe, par voisinage. Vous le voyez notamment à la maille des régions. Voilà. Donc juste pour conclure, méfiez-vous, vous avez peut-être un voisin qui a fait un PCRS, et c'est contagieux. Merci. Bon. Ça va bon, c'est bon, je sens pas de hurlement, donc ça devrait bien se passer. Ben, ce que je propose, c'est qu'on commence peut-être par un petit tour de table avec une question simple, c'est « Et vous en êtes où, vous, du PCRS ?» Alors, on va commencer par Séverine. Bonjour à tous. Donc, effectivement, nous, on apparaît sur la carte sans couleur verte. Première discussion. Il y a eu un projet pendant une année de discussion effectivement avec des partenaires pour monter un projet de PCRS sur l'agglomération plus 2 autres collectivités adjacentes. Ce partenariat, il avait vocation à faire un PCRS sur base d'une photo avec une vectorisation derrière. On a eu un petit aléa d'un partenaire qui s'est désisté au bout d'1 an de travail technique. Donc c'est pour ça qu'on n'apparaît pas aujourd'hui coloré, mais nous on a continué en faisant voler quand même juste sur la métropole, donc on est sur à peu près 750 km². On a fait voler un avion et on est parti sur une photo, une orthophoto 5 cm de printemps, qui nous sera livré vers la rentrée ou avant la fin de l'année. Donc sans partenariat aujourd'hui, pour aller vite et pour répondre à nos services qui sont dans des situations où il faut avoir un fonds de plan. Et puis on relance tout le projet avec de nouvelles forces vives qui rejoignent le service et qui vont avoir la lourde tâche d'aller chercher les partenaires pour faire la suite, parce que le PCRS c'est surtout pas une donnée one shot, c'est la vie tout au long de la vie. Donc voilà, on va aller chercher le partenariat à partir de maintenant. Voilà. Merci pour ce bref résumé. Alors, position différente, mais actif. Frédéric. J'allais voter. Oui, nous, le PCRS, alors déjà, je m'excuse pour la voix, on va dire que c'est la clim. Mais bon, j'ai une petite bouteille d'eau qui la clim qui va venir à mon secours. D'accord. La rubrique. Oui. C'est ça, la clim. Okay. C'est un nouveau cocktail ? C'est quoi ? Nous, c'est un projet assez ancien puisqu'on a été sollicité par Enedis il y a plus de 5 ans sur la question du fonds de plan. Et du coup, aujourd'hui, le PCRS, pour faire très synthétique, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plus de 10 000 km² couverts, avec des partenariats à géométrie variable selon les territoires. Aujourd'hui, on compte 23 partenaires autour de la question du PCRS en Auvergne-Rhône-Alpes. On a les principaux exploitants de réseau qui sont autour de la table, notamment Enedis, qui est partenaire sur l'ensemble des territoires couverts,
mais également GRDF ponctuellement sur certaines agglomérations est également partenaire. Et puis de manière assez systématique, on a les syndicats d'énergie, en tous les cas les syndicats d'énergie auvergnats en tous les cas font également partie du tour de table. Et puis, j'allais dire plus localement, on a des syndicats de réseaux humides, eau et assainissement, certaines communes qui gèrent aussi de l'éclairage public dans certains cas. Donc au total 23 partenaires, ça fait beaucoup. Mais c'est aussi l'essence de ce projet, c'est un projet collectif. On ne l'aurait pas fait seul avec Enedis. On n'est pas, enfin en tous les cas, au niveau du CREG, on n'a pas vocation à être prestataire de services pour Enedis. Bien au contraire, on est là pour faire vivre, en tous les cas, un esprit de mutualisation, en tous les cas encourager la mutualisation pour qu'elle soit à son maximum, pour notamment réduire la dépense publique, et puis dans ce cas très précis, limiter les accidents à proximité des réseaux. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir couvert plus de 12 000 km², ça place évidemment la région Auvergne-Rhône-Alpes en tête des régions françaises sur la question du fonds de plan. Et donc je pense que à l'occasion du tour de table, on aura l'occasion de vous dire ce qu'on fait. D'accord. Alors, je ne vais pas continuer. Je vais continuer sur le côté, peut-être en territoire avec Jean-Luc Davy. Donc, vous, au niveau du CIEM, vous en êtes où? Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous prie de m'excuser aussi pour la voix. Je ne sais pas si c'est la clim ou plutôt... Ah, c'est encore... Ouais. Il est terrible ce cocktail, la clim. Non, c'est peut-être la soupe, la bijane, la soupe en vin, la soupe angevine au vin rouge. Ah, d'accord. Je vous invite à venir visiter le Maine-et-Loire. Vous verrez, vous mangerez de la bijane. Donc nous, le syndicat intercommunal d'énergie de Maine-et-Loire, on a travaillé avec l'ensemble de nos EPCI et Enedis depuis bientôt 2 ans pour arriver à mettre en place un PCRS à la maille départementale. On y est à peine, il nous manque pour l'instant une agglo, mais on ne désespère pas de l'avoir à l'automne. Et donc on est parti sur un PCRS avec effectivement le CML, les 9 EPCI, enfin 8 pour l'instant de Maine-et-Loire, qui regroupent toutes les communes qu'il y a à l'intérieur, les villes qui gèrent elles-mêmes l'électricité, l'éclairage public, et puis Enedis. Et puis on ne désespère pas d'avoir d'autres partenaires qui vont nous rejoindre vu l'intérêt de cet outil à la maille départementale dont on parle depuis tout à l'heure. Nous avons pour cela monté aussi une forme de marché public intéressante, c'est-à-dire qu'on a fait 2 lots d'abord. On a fait un lot vecteur pour les parties urbaines et un lot orthophoto pour les parties plutôt rurales. Quoique il y a des parties qui seront peut-être à définir entre les deux, et puis un 3e lot, finalement un lot de contrôle pour voir si ça se passe bien dans les deux. Et on a fait des appels à candidature, et en fait sur chacun des 2 premiers lots, on a sélectionné 4 entreprises, et on a fait une forme de négociation pendant quelques mois, et ça nous a amené vraiment à un marché PCRS techniquement très, très pointu, quoi. D'accord. Donc on a vraiment un bel outil, et de notre côté, nous le syndicat, on a lancé notre géoréférencement pour notre éclairage public. On a 100 000 points lumineux dont on est en train de terminer le géoréférencement. D'accord. Donc déjà dans des usages pour d'autres usages en collectivité, en tout cas pour votre territoire. Voilà, parce que du coup, bien sûr, c'est un outil fondamental pour répondre finalement aux réglementations qui arrivent. Et du coup, l'ensemble des EPCI qui travaillent avec nous sur ce cadastre numérisé vraiment à la maille de 10 cm. Et donc, du coup, on a aussi parallèlement fait des réunions avec la Fédération des travaux publics, par exemple, en Maine-et-Loire et l'Adréal, pour informer l'ensemble des collectivités et des entreprises de l'importance de cette réforme, et dire qu'il faudra être à l'heure au rendez-vous, quoi. Alors en Corse, comment ça se passe à Galéria?
Comme vous avez pu voir sur la carte, en fait... Il n'y a pas la Corse. c'est ça. En fait, c'est ça. C'est ce que je pensais. Bon, je peux vous raconter n'importe quoi. Alors, on est plutôt dans le blanc. Voilà. En tout cas, moi, sur un secteur où je suis élu, qui est un secteur extrêmement rural, extrêmement reculé, avec une densité de population qui est à peu près 6 à 7 fois inférieure à celle du Sahel, avec un territoire... Pierre Basile m'avait invité un jour à intervenir sur les territoires intelligents. Moi, je lui ai dit que j'avais la chance de gérer un territoire stupide. Un territoire où il y a effectivement assez peu de connexions, beaucoup de gens, enfin, pas en nombre, mais en volume d'expression. Voilà. Alors pour le PCRS, en fait, nous on est sauvés par un truc, c'est qu'on a beaucoup d'aériens. Donc de ce côté-là, ça se passe plutôt bien. Voilà. Donc nous, c'est plutôt c'est pas du corps de rue, c'est du corps de, je sais pas quoi, du corps d'air, simplifié. Voilà, donc il nous reste un peu de réseau enterré, mais pas tant que ça dans la partie rurale. Et puis on est confronté effectivement au même problème que mon voisin, et donc probablement aux mêmes solutions. Ça veut dire avec des solutions sur lesquelles on commence à réfléchir, avec des solutions différenciées sur le rural profond, où il y a beaucoup d'aériens, on a juste de l'eau et de l'assainissement enterré. Et où les parties un peu plus urbaines, où effectivement on a à ce moment-là un peu plus de réseau enterré, et on est en train de réfléchir et d'essayer de mettre en place des systèmes équivalents à ceux qui viennent d'être décrits. Voilà. Alors, du coup, je vais me tourner vers les opérateurs. Donc, chez Enedis, où est-ce qu'on en est ? Très rapidement. Bonjour à toutes et à tous. Depuis 2012, depuis que la réforme anti-endommagement a montré la voie, Enedis est totalement convaincu de la pertinence donc du PCRS, de la pertinence de la mutualisation des fonds de plan. Et donc on est impliqué, comme vous avez pu déjà le comprendre, également à travers la carte, mais à travers ce que Frédéric a pu dire, ou ce que le CIEMEL a pu dire, dans toutes les discussions, donc plusieurs dizaines de discussions à l'heure actuelle en France, pour essayer de pousser cette mutualisation des fonds de plan. On y voit bien sûr un intérêt économique, puisque depuis des années, nous confectionnons nous-mêmes à nos frais des fonds de plan grande échelle, et depuis quelques années, nous confectionnons un fonds de plan très proche du PCRS. Et nous sommes également convaincus que le PCRS a une vraie valeur ajoutée en termes de lisibilité et de sécurité. Aujourd'hui, les réponses au DT-DICT sont faites sur un nombre multiple de fonds de plan. Et je me mets à la place des responsables de projet. Le fait de concaténer, de consolider l'ensemble des réponses pour avoir une visualisation claire permettant des travaux à proximité des réseaux en toute sécurité, c'est compliqué. Demain, le PCRS répond, entre autres, à cet usage-là. Donc voilà, une vraie conviction de pousser, d'être aux côtés de l'ensemble des partenaires, de se parler localement, parce qu'on parle beaucoup de coordination. C'est la volonté des acteurs locaux, c'est des discussions techniques, pas forcément faciles. Et nous, on pèse de tout notre poids pour faire avancer le plus possible dans l'ensemble des régions ce PCRS. Et ça veut dire en termes d'organisation interne, c'est un groupe dédié, ce sont des gens dans chaque région qui se sont appropriés le sujet. Est-ce que vous les regroupez régulièrement ? Enfin, il y a une culture. Alors, comment ça fonctionne ? On essaye. J'espère que c'est réussi de favoriser, oui, ce côté collectif. Comment ça se passe sans rentrer trop dans le détail ? On a aujourd'hui 25 agences cartographiques en France. Et puis donc des fonctions, une équipe nationale rattachée à la direction technique, dont Jean-Pierre Moreau d'ailleurs et le premier rang là font partie. On a défini donc une politique technique qu'on a portée vis-à-vis de l'ensemble des régions. Donc l'ensemble des agences cartographiques sur ces 25 directions régionales sont d'une sensibilisées à la politique, en connaissent les grandes lignes à la fois techniques, à la fois financières. Et pour aller plus loin,
on est à leur disposition, notamment lorsqu'on voit par exemple sur la carte du vert clair, lors des débuts de discussion, lors des débuts de partenariat, on est très présent. On essaye d'être le maximum présent à côté de nos équipes opérationnelles pour les aider, pour leur faire. Donc, on fait également des journées thématiques en interne en fonction des degrés d'avancement des discussions, pour parler technique, pour parler financement, pour parler coordination. Donc, on essaye vraiment, et on est, je ne peux pas rentrer dans le détail, ça serait long, un certain nombre d'acteurs de la communauté cartographique au sein d'Enedis sont vraiment tous sensibilisés sur ces projets, et je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui un endroit en France où les équipes d'Enedis sont passées à côté. Elles sont toutes convaincues à la fois de l'importance d'être autour de la table des discussions, et également elles sont, alors sensibilisées c'est sûr, mais elles sont également accompagnées techniquement, financièrement, pour justement apporter le plus de plus-value avec les autres acteurs locaux. D'accord. Alors, chez Orange, ça ne se passe pas tout à fait pareil. Non, chez Orange, ça ne se passe pas du tout de cette façon, puisque en fait, on part d'une feuille blanche. On est beaucoup moins avancé sur le sujet PCRS qu'Enedis. Et à vrai dire, l'accord national, le protocole d'accord national de 2015 n'a pas été signé par Orange. Donc, c'est un sujet, on s'y intéresse en fait depuis l'année dernière, vraiment. Tout simplement parce que nous avons comme priorité le déploiement du très haut débit, d'amener la fibre dans quasiment tous les foyers. Et donc ça nous mobilise, c'est ce sujet-là qui nous mobilise prioritairement. On est aussi, on va dire, on n'a pas d'agence cartographique, on est utilisateur de fonds de plan, c'est-à-dire qu'on achète une prestation de fonds de plan, et on a plus une approche d'utilisatrice. Et donc c'est vrai que le PCRS, on a, on va dire, un partenariat historique avec la ville de Strasbourg sur leur fonds de plan, et on a signé une première convention expérimentale avec Géo-Vendée au mois de novembre 2017. Donc c'est vraiment notre première approche PCRS. Et on a décidé de mener quelques expérimentations localement sur quelques communes pour avoir un retour d'expérience et voir comment on pourrait industrialiser le processus, la mise à jour des PCRS. Voilà. Donc vraiment, on en est au tout début. Là, on devrait signer, ou c'est peut-être même fait au mois de juin, on avait prévu de signer avec Rennes Métropole. D'accord. Voilà. Et donc, on est preneur des bonnes pratiques, des retours d'expérience aussi d'Enedis, et on va essayer de travailler pour monter un petit rattraper un peu ce retard, mais en mettant quand même un certain nombre de réserves. On a besoin d'être assuré sur la gouvernance, sur la façon dont ça avance au niveau national, parce que en tant qu'exploitant de réseau national, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça aille, qu'on ait une continuité de ce fonds de plan au niveau national, parce qu'on a une organisation cartographique qui est nationale, qui n'est pas régionale comme Enedis. Donc on a cette vision nationale, et donc on n'a pas d'interlocuteur en région qui gère ça directement. D'accord. Bah écoutez, vous êtes le roi des transitions. Donc au niveau national, justement, Philippe Lauzet, donc on a un cadre. On a un cadre légal, mais qui est quand même un cadre qui est en train de plus ou moins de bouger, et qui va justement avoir cette évolution du cadre national va avoir de l'importance en termes justement de partenariat, de montage de partenariat. Est-ce que vous pouvez nous en raconter un peu, parce qu'on parle beaucoup de projets de décret, de ce qu'il va y avoir dedans, certains font des supputations. Donc peut-être nous refixer un petit peu les choses de ce point de vue-là. Alors, la réforme anti-endommagement, son cadre est fixé dans le Code de l'environnement.
Et depuis cette réforme anti-endommagement a été déjà modifiée depuis plusieurs fois. Et aujourd'hui, effectivement, elle fixe à certaines échéances l'utilisation comme fond de plan du PCRS. Il y a aujourd'hui encore une première échéance qui est prévue pour le 1er janvier 2019 pour utiliser ce fonds de plan lors des réponses aux déclarations pour les réseaux sensibles en unité urbaine. Mais le ministère est aujourd'hui conscient que les acteurs ne sont pas prêts. Elle a donc prévu effectivement de modifier ces textes donc avant le 1er janvier 2019 pour repousser un certain nombre d'échéances. Donc, et l'utilisation du PCRS va être repoussée donc à 2026. Et cette fois pour tous les types de réseaux et surtout le territoire. Donc tous les types de réseaux, ça veut dire ceux qui sont estimés sensibles et les autres. C'est-à-dire que dans les projets de texte actuellement, alors ça peut peut-être encore bouger, mais en fait on découple, on déconnecte si vous voulez, la classe de précision des réseaux, puisque la classe de précision A pour les réseaux sensibles en unité urbaine, ce sera du 2020 au lieu du 1er janvier 2019. Par contre, le fonds de plan utilisé PCRS, c'est repoussé à 2026. Donc il y a une déconnexion entre la classe de précision des réseaux et le fonds de plan utilisé. Voilà, alors du coup, les projets de texte en fait n'apportent pas grand-chose de plus aujourd'hui sur la question vraiment PCRS, mis à part repousser un certain nombre d'échéances. Je sais que le ministère prévoit de compléter le guide technique qui s'associe à la réforme pour donner un certain nombre d'orientations, mais cette partie ne sera pas réglementaire. Et je dirais que voilà, le projet de modification du guide, on reste sur les principes qui guident aujourd'hui les échanges, c'est-à-dire c'est la mutualisation des moyens pour partager les coûts. Donc au vu des informations que j'ai pu récupérer, le ministère ne prévoit pas de donner beaucoup plus de précision qu'il n'y en a aujourd'hui. D'accord. Et justement, donc la modification du décret et des dates, on sait à peu près quand ça va sortir. Aujourd'hui, c'est très compliqué à dire. J'ai pas de date, mais de toute façon, comme l'échéance du 1er janvier 2019 doit être repoussée, forcément, il faut que les textes sortent avant. Donc, je pense que le ministère s'est organisé pour que ça sorte là dans les semaines ou les mois qui viennent. La rentrée. Mais j'ai pas de date. Je suis pas sûr d'ailleurs que le service en charge de ces textes maîtrise aussi complètement, puisque pour sortir des textes, à chaque fois, il y a tout un circuit. Mais ça va sortir avant le 1er janvier 2019, ça c'est sûr. D'accord. Alors du coup, je me tourne forcément vers l'IGN. Mathieu, voilà, comment l'IGN voit ce dossier. Daniel Bursault l'a très brièvement mentionné hier. Comment vous avez approché le dossier, comment vous voyez et comment vous entendez, vous espérez, vous choisissez de vous positionner dessus? On l'a abordé, on est tombé dedans un peu violemment il y a 5 ans. Rapproche peut-être. C'est bon, vous entendez bien ou pas? On est tombé dedans un peu violemment il y a 5 ans. On avait organisé une journée à destination des gestionnaires de réseau et on leur présentait le RGE et compagnie et ils nous ont dit, comme d'habitude à l'IGN, vous n'avez rien compris. Et Jean-Pierre, mais aimablement, que je ne connaissais pas à l'époque, m'a dit, mais viens donc comprendre. Et viens donc me voir. Je suis allé à Clermont plusieurs fois comprendre quelles étaient les problématiques d'Enedis, puis de GRDF et des autres. Et ça fait 5 ans qu'on essaye de comprendre. Allez, avec la prétention à force, même si on est lent, d'avoir à peu près compris. Et alors ça fait aussi 5 ans qu'on participe à des groupes de travail, à ceux du CNIJ, qu'on participe aux différentes, quand on peut et quand on est invité à le faire, à différents événements en région autour du PCRS, et qu'on sent parfois qu'au moins au niveau national, les gestionnaires seraient preneurs
d'un fédérateur, quoi, de quelqu'un qui assure la compilation du PCRS, de quelqu'un chez qui on puisse trouver tous les PCRS existants. Parfois, il leur est même arrivé de mentionner que tiens, ça pourrait être l'hygiène qui fasse ça, sans qu'on ne trouve pour autant beaucoup de relais pour le faire. Aujourd'hui, allez, pour mettre les pieds dans le plat, aujourd'hui et après 5 ans d'appréhension du truc, l'IGN, je dirais, propose de coordonner ce que j'appelle volontiers un programme national PCRS, de manière en particulier à garantir l'existence d'un socle PCRS sur l'ensemble du territoire, actualisé en continu. Alors attention, il ne s'agit pas là encore que l'IGN s'accapare le PCRS et que l'IGN fasse le PCRS avec un grand financement national. C'est pas du tout l'idée. Il y a vraiment cette idée de garantir l'existence du PCRS sur l'ensemble du territoire, avec des grands principes. D'abord un principe de subsidiarité. La loi mentionne une autorité publique locale compétente pour faire le PCRS et c'est elle qui doit porter le PCRS. Il est évident que quand l'autorité publique locale compétente fait le PCRS, eh bien, on la laisse faire. Enfin, ça va de soi. C'est pas l'IGN qui impose, c'est l'IGN qui intervient presque comme en appui. Allez, c'est mieux qu'une solution de secours quand même. C'est un appui pour aider l'autorité publique locale compétente à faire le PCRS. Ça veut dire aussi que l'IGN s'engage pour partie peut participer au financement du PCRS. Alors, au titre, je dirais, de l'entretien du référentiel à grande échelle, mais on peut s'engager dans des partenariats locaux pour contribuer à la constitution du PCRS. Je reviens sur cet objectif de garantir l'existence. Ce qu'on voit sur la carte, c'est que le PCRS existe aujourd'hui, alors sur l'Auvergne, et sur quelques grosses agglos qui pour la plupart avaient déjà quelque chose avant le PCRS. On a relativement peu de PCRS ex nihilo, et puis on a surtout un PCRS des agglos, voire des métropoles, avec une difficulté qu'on ressent, je dirais, enfin qu'on voit venir à l'IGN et que je vois venir aussi en ayant discuté avec des syndicats d'énergie, qui est que à ce rythme-là, oui, le PCRS existera sur les métropoles, mais ça va être difficile de le faire exister ailleurs sur le territoire. Or, on en a besoin aussi, si je prends l'exemple de la Normandie, puisqu'on est là, on a eu un beau partenariat sur le Havre avec, entre Enedis, la CODA, ça a peut-être déjà été évoqué, l'IGN était impliqué d'ailleurs, Rouen a fait son ortho, mais pour les autres communes et agglomérations du territoire, ça va être désormais, je dirais, presque plus compliqué que si ça n'existait pas sur le Havre et Rouen de faire le PCRS. Donc, la proposition est de garantir une espèce de socle sous forme d'une ortho du PCRS image tel qu'il est spécifié dans le standard, garantir l'existence de ce socle-là sur l'ensemble du territoire, ce qui n'empêche pas en l'entretenant régulièrement, en s'engageant sur une mise à jour, et ce qui n'empêche pas qu'il y ait des choses mieux que ça qui se fassent. Si par endroit il faut vectoriser, ou des gens prennent l'initiative de vectoriser, on pourra l'intégrer. Si des gens décident de l'entretenir plus fréquemment, ce sera intégré. Il y aurait une notion de programme et d'articulation entre l'échelon local et l'échelon national. D'accord. Alors, que je comprenne bien, est-ce que vous avez déjà, au-delà de ces principes qui sont déjà bien précis, mais est-ce que vous avez déjà des exemples concrets de façon dont ça veut dire qu'il y aura une mission, parce que vous parlez donc de PCRS image, de garantir un socle, donc ça veut dire que ça modifie aussi la stratégie en termes d'orthophoto à l'échelle du territoire, ou c'est des choses totalement complémentaires et décorrélées? Non, je pense au contraire, il faut bien les lier. On ne peut pas les rendre indépendantes. Alors, sur les missions, je ne peux pas en dire plus que ce qui n'a pas été dit hier. C'est-à-dire que vous en avez déjà dit un petit peu plus, c'est bien. Mais il y a bien un objectif de convergence, je dirais, entre un programme national PCRS et l'actuel brave programme de la BD Ortho. Je dirais, c'est pas par hasard que j'évoque un PCRS image avec une mise à jour tous les 4 ans, c'est que c'est compatible avec le programme actuel d'ortho qu'on fait
avant tout aujourd'hui pour le ministère de l'Agriculture et pour les déclarations de la PAC, où on a ces contraintes d'actualisation à 4 ans. Donc il y a un objectif de convergence, l'idée étant de dire que si je fais une ortho 5 cm, je dois pouvoir faire une ortho 25 cm ou 50 cm pour la PAC. En la dérivant. D'accord. Mais donc, et aussi, il y a une convergence des moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je présente là, c'est une ortho 5 cm sur l'ensemble du territoire, ça peut faire peur comme ça, mais quand on en fait un quart par an, qu'on estime très grosse maille, que ça va coûter entre 500 000 et 1 million d'euros par an, il reste une quinzaine de millions par an. On en consacre, nous, IGN, déjà 3-4 millions pour entretenir aujourd'hui la baie d'ortho, l'ortho HR. On a déjà trouvé entre un quart et un tiers du financement nécessaire. Alors comment, Séverine ? Good news? Bad news? No news? Fake Alors là, news? C'est de la réaction à chaud, hein, parce que alors là, autant vous dire que... Et c'est pas dans le fil rouge, hein, tout ça. C'était pas dans le fil rouge, c'est de la réaction à chaud. Waouh! Je me souviens, je ne sais pas si Anthony est là, je ne sais pas si les collègues de la Crige Normandie sont là, si, sans doute, hein, il y en a un peu partout. Forcément, on s'essaime partout. Là, Anthony, tu te souviens, à la dernière CRP, commission de l'IGN, qui nous dit, voilà, on voudrait faire ça, on voudrait faire ça. Bon, on a été quelques voix dans la salle pour dire, vous êtes gentils, mais comme disait là tout de suite, vous êtes à côté de la plaque, quoi. Enfin, nous, on a besoin de mieux. On a besoin d'une image à 5 cm et on nous a répondu, non, c'est pas dans le programme. Donc, il y a un an, oui, c'était ça, c'était en juin de l'année dernière, donc, waouh, merci. Après, ma première réaction, elle est, zut, pourquoi je ferais, moi? Oui, c'est ça. Du coup, ça devient un élément perturbateur. Oui, et pourquoi subsidiarité? Finalement, c'est l'État qui a demandé à avoir un fonds de plan, à nous imposer un fonds de plan. On ne sait pas comment s'organiser pour le faire. On le voit bien. Orange va partir sur des expérimentations. Et pourquoi Orange part sur des expérimentations? Est-ce qu'il y a d'autres expérimentations d'Enedis sur le même territoire ou de collectivités? On ne va pas être plusieurs à faire les mêmes choses. Alors pourquoi subsidiarité et puis laisser les opérateurs qui veulent faire dans leur coin et puis Enedis va couvrir le reste? Non, moi je dis à Enedis, pas à Enedis, pardon, à l'IGN, la prochaine c'est vous qui la faites, quoi. Problème avec ça. Toi, si on te donne des sous, il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème avec cette réaction. En fait, je dirais alors attention, en étant prudent sur une chose, ce que je souhaite éviter à tout prix. Alors je le dis clairement, je devrais simplement le sous-entendre, mais je suis nul pour ça. Donc je vais le dire clairement. Ce que je souhaite à tout prix éviter, c'est l'image d'un IGN hégémonique. Donc si j'arrive avec mes gros sabots en vous disant bougez plus, le PCRS je vais le faire, vous allez m'en vouloir. Donc je ne dis surtout pas ça. Je ne dis surtout pas le PCRS je vais le faire. Bon, avec en plus un autre problème, c'est que je ne peux pas le financer moi-même. J'ai dit que je voulais bien en prendre un quart, un tiers à la rigueur, mais je ne peux pas le financer moi-même. Donc je ne vais pas vous dire je vais le faire. Mais donc je vous dis faisons-le ensemble effectivement, et faisons-le ensemble en bonne intelligence. Il ne s'agit pas de regarder, d'attendre de voir qui part et puis d'attendre que tout le monde soit parti et se plante ou pas d'ailleurs. Et puis de dire attendez je vais ramasser les morceaux. C'est pas ça. Si on y va ensemble, on s'organise. Je parle bien de coordination d'un programme PCRS. Et honnêtement, ça fait des années maintenant que je réfléchis à tout ça. Et je suis extrêmement prudent sur les termes et je les pèse et je les ai choisis. Alors, mais coordination d'un programme PCRS, j'entends bien. Un des problèmes qu'il y a eu parfois avec certaines très bonnes idées de l'IGN, c'est qu'il n'y avait pas forcément les équipes derrière pour les mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, cette idée-là, ce projet-là, c'est Mathieu tout seul avec ses petits bras qui a fait l'effort de tout comprendre. Il y a une vraie équipe derrière qui va être constituée parce que ça, voilà, c'est pas. Même si on a le processus technique, et tu le sais mieux que tout le monde, le temps que ça prend, tout ça, et les compétences. Oui, mais je dirais que c'est aussi pour ça qu'on a mis du temps à sortir du bois, en quelque sorte. On a notre inertie à nous, oui, l'hygiène est un paquebot, tout ce que vous voulez, mais
c'est le temps nécessaire aussi à la compréhension, au fait d'intégrer la problématique, de bien comprendre ce sur quoi on s'engage. Et du coup, si je peux aujourd'hui le dire, et si je le dis, c'est aussi que ça a été désormais validé au niveau de la direction générale, c'est qu'on estime, oui, être en position de faire ça, je parle bien de coordonner la production d'un programme, enfin de coordonner un programme national PCRS, y compris sa production, avec d'autres. C'est-à-dire que c'est à la fois se coordonner au niveau, enfin coordonner les utilisateurs, c'est aussi coordonner les producteurs. L'IGN tout seul n'a pas, c'est un secret pour personne, les moyens de produire en propre le PCRS. Et on n'en a pas les moyens, et je dirais aujourd'hui, on ne le souhaite pas. C'est-à-dire que même si j'avais un budget limité, je n'irais pas multiplier ma flotte d'avions par 3 et m'équiper en caméra en ayant 10 au lieu de 3, quoi, pour faire le PCRS tout seul. Il y a une notion d'écosystème global, d'utilisateurs, de producteurs à coordonner. Et c'est ça la proposition de l'IGN, c'est de coordonner ce programme-là au niveau production, utilisation, diffusion aussi. Je ne sais pas si la notion de géoplateforme a été évoquée hier, mais avec le géoportail et la géoplateforme à venir, on estime être en bonne place pour assurer la diffusion de ces informations-là. Je donne un autre gros mot dans l'élan, c'est éventuellement favoriser le fait que le PCRS puisse être en open data. Dès lors qu'on est sur des financements mutualisés et que le PCRS est financé en amont, on ne voit aucun inconvénient à ce qu'il soit en open data, et accessoirement ça simplifie grandement sa diffusion. Aujourd'hui, on pourra avoir réfléchi pas mal à la problématique de la diffusion, parce que le portail du PCRS est évoqué dans le protocole national. Ce qui rend compliqué la diffusion du PCRS, c'est le fait de devoir gérer des ayants droit. Si le PCRS est financé et que les signes qui nous financent de manière juste, et que chacun, finalement le plus juste, c'est le fait que chacun y retrouve son compte. Dès lors que le PCRS est financé, derrière, autant qu'il soit en open data, et ça en simplifiera grandement sa diffusion, et c'est un enjeu fort aussi de mutualisation et d'utilisation par chacun. Alors là, moi, non, mais c'est bon, là. C'est open bar, hein, aujourd'hui. Tu voulais réagir? Oui, du coup, je reprends une casquette autorité locale. C'est comme ça qu'on nous a défini. Donc moi, je voudrais savoir, dans cette hypothèse-là, d'une part, si l'autorité locale conserve la compétence. Donc là, je me tourne vers l'État. Est-ce que vous envisagez de modifier le socle réglementaire du PCRS de façon à dire, finalement, la compétence qui était dévolue à l'autorité locale va aujourd'hui évoluer et on s'inscrit dans une logique qui est plus nationale que locale, ou est-ce qu'on reste avec notre compétence? Et à ce moment-là, si on reste avec notre compétence, comment on s'articule au niveau des financements avec les partenaires? Est-ce que vous y avez réfléchi? Donc j'ai une question pour chacun de vous. A priori, le ministère ne prévoit pas de donner de précision ou de modifier quoi que ce soit sur la notion d'autorité publique locale compétente. Les termes sont à changer dans les projets. J'ai vu qu'effectivement, dans le projet de modification du guide, à un moment donné, il y avait effectivement la volonté peut-être de préciser un petit peu qui pouvait être réellement l'autorité publique locale compétente, mais en fait, ça a même été, je dirais, retiré. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le projet de modification des textes, malheureusement, pour vous, ne va pas vous apporter de réponse sur ce sujet-là. Je crois que l'État n'a pas envie d'aller plus loin sur cette partie-là. D'accord. Ce qui veut dire que je complète juste ma question, donc il faudra que vous dealiez avec 36 000 communes. Au pire. Je pense que c'est important que l'autorité compétente reste l'autorité publique locale. Le PCRS, on parle d'une très grande échelle. Il faut qu'il soit, il y a des problématiques locales
Je suis gentil avec mon socle PCRS, mais localement, d'aucuns voudront quelque chose d'un peu différent, entretenu différemment, que ce soit du vecteur, du raster, des rythmes de mise à jour, des modalités de mise à jour. Et je pense que c'est important que le PCRS soit en prise avec le territoire et que l'autorité publique locale compétente assure bien son rôle de relais. 36 000 communes, oui, si c'est... Bon, 36 000 communes, on le sait tous, ça fait tous longtemps qu'on est dans le coup maintenant, c'est ce que dit Orange, c'est ce que dit Enedis. C'est compliqué, 36 000, mais en même temps, si c'est réduit à 100 départements, c'est déjà beaucoup plus raisonnable. Si c'est réduit à 10 régions, ça devient carrément gérable. Donc je pense que la problématique de l'autorité publique locale compétente en est une, mais qui s'appréhende plutôt pas mal, quoi. Sur les financements, pour ne pas éluder la question, oui, on y a réfléchi. Je dirais, allez, en gros, ça boucle, facile, parce que c'est un constat qui est fait régulièrement par Yves. Le PCRS, on se le paye beaucoup plus souvent qu'on l'a, quoi. Donc globalement, là encore, j'ai évoqué 10 à 20 millions par an, et ils sont faciles à trouver. C'est inférieur au budget qui est dépensé par le seul Enedis en entretien de son fonds de plan. Donc la principale difficulté n'est pas le financement global, c'est comment on organise ça. J'avoue qu'aujourd'hui, pour moi, c'est presque l'ultime problème. Alors, non des moindres, si vous voulez, parce qu'on parle argent, mais dès lors que j'ai dit que globalement ça bouclait, finalement, c'est que ça passe. C'est la modalité contractuelle. On en reparlera dans l'atelier qui suit. On travaille avec le Morbihan en ce moment. Techniquement, ça se passe assez bien. Il manque la modalité contractuelle. Comment on gère ce truc-là? On a des propositions. On serait plus à l'aise on deviendrait très à l'aise, en fait, le jour... On deviendra, allez, je vais le dire au futur et pas au conditionnel, on deviendra très à l'aise le jour où ça sera une mission de l'hygiène. Si c'est inscrit, le mieux, c'est que ce soit inscrit dans le décret. Parce que dès lors que c'est inscrit dans le décret, après, c'est un peu comme... c'est des choses qu'on peut faire, ce qu'on fait dans les partenariats aujourd'hui d'Ortho-HR. On est sur des subventions et je pense qu'on peut imaginer des mélanges de subventions et aussi de forfaits pour les gestionnaires nationaux en particulier, enfin pour Orange, ça pourrait être pour Orange, pour les gestionnaires d'eau aussi qui sont finalement relativement un peu impliqués, ça pourrait être un forfait versé au niveau national. Les budgets d'Enedis, je crois, sont plutôt régionalisés, donc ça pourrait se gérer au niveau se gérer au niveau local. Il y a des grands mélanges à trouver, mais moi je trouve que dès lors que globalement ça boucle de manière à ce que chacun y trouve son compte, honnêtement contractuellement on doit y arriver, quoi. Je suis peut-être trop enthousiaste. Ouais, bien enthousiaste en tout cas, ça c'est bien. Trop, l'avenir nous le dira. Frédéric, comment tu réagis toi par rapport à ça? Parce que tu as fait le boulot qu'ils veulent faire. Enfin, moi, c'est un peu brutal ce que je dis, mais... Oui, je ne l'ai pas compris comme ça, moi. J'ai entendu que c'était quelque chose qu'ils voyaient comme un fonctionnement qui reposait sur un collectif, que l'hygiène seule ne financera pas de fonds de plan, comme beaucoup d'autres bases de données. Hein. On peut parler de l'occupation du sol, par exemple. Donc l'hygiène va s'insérer dans les partenariats existants, apporter du financement ou apporter ses moyens matériels. C'est comme ça que je l'imagine. Donc nous, on voit ça évidemment, bienvenue quoi, dans nos partenariats. Avec la petite précision, en tous les cas, là, j'ai une petite inquiétude pour l'hygiène, c'est qu'il y a certains partenaires autour de la table, les échanges parfois sont compliqués entre partenaires. Et nous, effectivement, on a beaucoup avancé. Et la rétroactivité, voilà. On a fait beaucoup, on a financé seul. Typiquement, on ne veut pas de passagers clandestins dans le navire, quoi. Et donc, il y aura forcément un rattrapage. Sinon, ça ne marchera pas. J'allais dire, on a autour de la table des partenaires qui sont pas toujours faciles, évidents à convaincre. Donc moi je suis comme Saint-Thomas, j'attends de voir. Mais en tous les cas, j'accueille ça comme une très bonne nouvelle, hein, évidemment.
Voilà. Donc bienvenue en Auvergne, on te réaccueille quand tu veux. Oui, très Je voulais bien. juste repréciser quelque chose sur l'autorité publique locale compétente. Oui. On en a beaucoup parlé. Pour moi, l'autorité publique locale compétente, elle mériterait d'être définie. Parce que pour moi, les contours, ils sont complètement flous dans la loi. Pour moi, l'autorité publique locale, elle est de fait celle qui gère le meilleur fonds de plan disponible. C'est ça ce que dit la loi. Les opérateurs de réseau doivent s'appuyer sur le meilleur fonds de plan disponible. L'autorité publique locale, si c'est pas l'autorité publique locale compétente, n'a aucun fondement juridique de notre point de vue, à part qu'on cite ça dans la loi, mais enfin, sans vouloir vous faire injure, ça ne veut rien dire. Oui. Alors je ne peux pas contester ce que vous dites. Hein. Alors du coup, moi je ne fais pas partie du ministère, donc je ne suis pas le concepteur de la réglementation. Oui, et très gentiment a accepté d'intervenir. Je suis Adréal et en fait c'est de faire appliquer la réglementation. Donc si vous voulez, pour venir ici, il a fallu que je me renseigne sur qu'est-ce qui était en préparation. Je me suis entretenu effectivement avec Christophe Pécou, qui est le chef du BSERR, donc le bureau de la sécurité des équipements à risque et réseau, qui est lui aux commandes justement pour modifier cette réglementation. Manifestement, il n'a pas l'intention d'aller plus loin dans la définition de l'autorité publique locale compétente. Hein, ça peut être la région, le département, la métropole, l'agglo, la commune. Alors, effectivement, j'ai bien vu que ça faisait partie des interrogations et que ça constitue une difficulté. En même temps, des fois aussi, quand la réglementation est trop précise, ça peut ne pas plaire non plus parce que du coup, ça ne s'adapte pas au contexte local. Donc finalement, ça peut être un inconvénient, mais aussi un avantage. C'est-à-dire que finalement, la réglementation vous donne un objectif et puis retenez la solution qui vous convient le mieux. Prenez des initiatives, retenez la solution qui vous convient le mieux et ça le fera. À la limite, il faudrait retirer cette notion du texte parce que elle crée quelque chose d'incohérent dans la loi. De fait, c'est l'autorité qui gère le meilleur fonds de plan disponible qui devient autorité publique locale compétente. Par contre, effectivement, ce que dit, c'est qu'il y a une seule autorité. C'est-à-dire qu'à un moment, sur un point donné du territoire, il ne peut pas y avoir plusieurs entités qui gèrent. Mais voilà. Alors effectivement, ça nécessite que tout le monde s'accorde leur violon. C'est la difficulté. C'est bien celle que j'ai ressentie. Mais bon, je pense qu'il va falloir faire avec, ou alors remonter au créneau auprès du ministère pour essayer de faire avec. Ça ne nous empêche pas d'avancer. Oui. Mais la difficulté qu'on rencontre dans les territoires, c'est qu'il y a certains acteurs qui en font un enjeu fort de devenir l'autorité publique locale compétente. Il y a des notions des enjeux de pouvoir par rapport à ça, et qui freinent les partenariats. C'est pour ça que je dis ça, que je le souligne 2 fois aujourd'hui. Peut-être que ça peut être le rôle de la FIGEO de porter quelque chose. Ils en font le prérequis avant de se lancer dans l'élaboration d'un PCRS. Et du coup, dans certains territoires, certains départements, c'est quelque chose qui est effectivement bloquant pour avancer, sereinement et répondre aux besoins des différents exploitants de réseau dans les territoires. Bon, c'est vrai que j'ai pas forcément de réponse, mais du coup, alors est-ce que peut-être le ministère n'a pas tiré tout l'enseignement finalement de l'échec un peu partiel de la mise en place des PCRS, parce que du coup, il avait fixé une première échéance qui finalement ne va pas pouvoir être respectée, donc du coup, il modifie la réglementation pour redonner du temps. Bon, si du coup en 2026, les acteurs ne seront toujours pas prêts, qu'est-ce que fera le ministère? J'en sais rien. Est-ce que du coup, effectivement, il analysera un petit peu mieux la situation et les causes de l'échec et définira un peu mieux ou définira certaines attentes, je ne sais pas. Mais voilà, enfin, j'ai eu les projets de texte sous les yeux et on peut imaginer qu'effectivement, ils sont quand même pas mal aboutis parce que comme ça doit sortir effectivement dans les semaines ou les mois prochains, en tous les cas, il n'y a pas la volonté à l'échelon central aujourd'hui d'aller plus loin, quoi.
Alors, je me tourne vers Monsieur Davy. Donc, comment vous réagissez, vous, à cette annonce ? En fait, il y a plusieurs points. Déjà, par rapport à l'autorité publique locale compétente, effectivement, puisque cette obligation de la réglementation nous incombe, nous tombe dessus, c'est quand même la collectivité qui est gestionnaire de voirie et gestionnaire de réseau, qui est, à mon avis, de droit, autorité publique locale compétente. Et du coup, en même temps, par rapport à ça, par rapport à ce que vous dites que la réglementation repousse à 2026, je pense que ça peut nous aider aussi à faire rentrer tout le monde dans le PCRS. Ça veut dire rentrer tout le monde, tous les gestionnaires de réseau, sensibles et non sensibles. Et s'ils rentrent dans le réseau, dans le PCRS, ça veut dire qu'ils forcément ils apporteront leur contribution financière. Donc ça permettrait peut-être aussi dans le temps de faire que l'ensemble des gestionnaires de réseau auront l'obligation de rentrer dans le PCRS et de contribuer au PCRS existant, qu'ils aient été initiateurs ou qu'ils arrivent après. Donc ça pourrait répondre à la question qui est en train de se poser Orange. Et puis par rapport à l'hygiène, comme nous on fait de l'orthophoto parce que sur le territoire rural on va faire un passage d'avion au printemps 2019, finalement il faut peut-être repenser aussi les choses concrètement. Ça veut dire que l'hygiène qui fait un passage, vous le disiez tout à l'heure, la France tous les 4 ans, concrètement en Maine-et-Loire on fait le passage au printemps 2019. On a l'obligation, nous, de le faire par rapport à notre outil qu'on est en train de mettre en place. Et bien, si c'est nous qui le faisons, à ce moment-là, c'est l'hygiène qui devrait nous apporter une contribution. Enfin, voilà, il faut aussi... c'est quand même un petit peu ridicule. Enfin, mais c'est tous ces problèmes qu'il va falloir... On ne comprend pas, finalement, que... régler. Du coup, par ailleurs, la région Pays de la Loire, par exemple, va faire un passage d'avion sur 4 ans, enfin sur 5 ans. Elle va faire un département par an à partir de l'année prochaine. Mais elle veut faire un passage d'avion à une précision un peu moins importante et aussi finalement pendant l'été ou pendant que la végétation, etc. est plus intéressante. Donc là, c'est aussi un outil différent puisque nous, on va plutôt préférer l'hiver où on va avoir on va avoir moins de végétation qui gêne, quoi. Donc voilà, il faut se mettre tous autour de la table et puis je pense qu'on devrait trouver des solutions parce que, encore une fois, c'est quand même encore et toujours les collectivités qui sont dans l'obligation de... Et du coup, chacun arrange à côté, enfin chacun, les autres partenaires arrangent à leur sauce un peu ce qui leur convient. Non, si la réglementation, elle s'applique à tout le monde, c'est les collectivités qui sont les premiers, au premier chef... tenus de faire respecter la réglementation, il faut que tous nos partenaires, notamment les gestionnaires de réseau, avancent avec les collectivités et puis acceptent de faire le tour de table. Nous, en Maine-et-Loire, on est finalement satisfait du tour de table d'aujourd'hui puisqu'on a un partenariat fort avec Enedis qui nous apporte une contribution financière importante de 500 000 €, qui nous met à disposition leur fonds de plan existant. Et puis qui fait aussi un passage avion sur 2 agglos, Angers et Cholet prochainement, et qui mettra aussi à contribution du PCRS. Donc c'est très bien ce qu'on a fait entre les EPCI qui représentent toutes les communes du Maine-et-Loire avec donc les gestionnaires de réseau, etc. On a aussi les autres syndicats, notamment le syndicat d'eau avec les affleurants qui peuvent être aussi une participation soit de l'EPCI, soit directement du syndicat d'eau. Mais il faut aussi que du coup les autres gestionnaires, ils apportent, un gestionnaire ou intéressés par le fonds de plan comme IGN, apportent chacun leur contribution. On devrait y arriver parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête. On dit que voilà, il faut réduire la dépense publique, et puis on nous met des dépenses supplémentaires. Et il faut se mettre autour de la table. Si un avion il est capable de faire pour le syndicat, il est capable de le faire pour l'hygiène, etc. Voilà, faut être raisonnable. Oui. Alors, oui, très rapidement. Alors, si je peux juste rajouter une précision quand même, c'est que d'un point de vue réglementaire, quand on regarde bien la réglementation, l'obligation directe, elle est pour les exploitants de réseau. Avant tout, parce que en fait, c'est bien la réponse à la DT ou à la DICT qui doit utiliser un fonds de plan PCRS. Donc si, entre guillemets, on arrive à l'échéance qu'il n'y a pas de PCRS, ce sont avant tout les exploitants de réseau qui sont en infraction, puis sont
parce qu'ils sont incapables de fournir un récépissé de DT ou de DICT avec un plan et un fonds de plan PCRS. Alors effectivement, indirectement, après, du coup... Ça impacte les collectivités. Ça impacte les collectivités, mais c'est bien l'exploitant de réseau. Donc du coup, j'aurais tendance à dire qui sont les principaux intéressés pour élaborer ce PCRS, ce sont les exploitants de réseau. Donc ça, alors, les collectivités sont exploitantes. Alors justement, je vais me tourner vers les exploitants de réseau. Il y a quand même une précision importante. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on laisse croire à l'Assemblée que le PCRS est quelque chose d'obligatoire. Oui. Il n'est pas obligatoire. On utilise le meilleur fonds de plan disponible sur le territoire. Oui, c'est une démarche volontaire, la démarche du PCRS. Exactement. Moi, c'est pas comme ça que je le comprends. C'est effectivement le meilleur le relevé disponible à grande échelle et selon le format d'échange PCRS. C'est bien. Ça, et selon le format d'échange PCRS. Ça, c'est l'évolution. Mais dans la première convention, le ministère reprécise les choses parce que nous et les exploitants actuellement, de réseau, c'est déjà rédigé comme ça. C'est déjà actuellement rédigé comme ça. Et ça le restera. Donc, il est réglementaire, il devait être réglementaire au 1er janvier 2019 que les exploitants de réseau sensibles en unité urbaine fournissent des plans avec un fonds de plan PCRS. Donc, il y a un aspect réglementaire. Oui, on va rapidement pour qu'on puisse aborder les autres questions et avoir les réactions des gestionnaires de réseau. Oui, on a souvent cette discussion. Et Monsieur Lauzet, vous avez exactement utilisé le bon mot. C'est-à-dire que c'est le format d'échange. Oui. Le format d'échange est obligatoire. Vous avez un fonds de plan topographique, vous le transformez en termes de format d'échange de données dans le format d'échange PCRS, c'est bon. Donc cette obligation-là, elle existe. Après, si vous transformez... À partir de quoi vous construisez votre format d'échange PCRS, c'est votre problème. Voilà, si vous prenez un cadastre, c'est votre meilleur... excusez-moi, oui, je sais, j'insulte tout le monde, mais bon, vous prenez un cadastre vectorisé, vous le transformez en format d'échange PCRS, vous êtes selon la loi réglementaire. Tout à fait. Donc attention à faire cette distinction, et on a ce débat-là dans la crise Normandie aussi régulièrement. C'est le format d'échange qui est obligatoire, c'est pas le fonds de plan. Alors, je me tourne quand même vers les gestionnaires de réseau rapidement pour avoir vos réactions par rapport à ces annonces. Alors, Enedis, on commence ? Oui, plusieurs choses. Par rapport à la nouvelle que Mathieu a annoncée, pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Parce clairement, là, en ayant la carte toujours sous le nez, une de nos craintes, c'est qu'avec la réglementation actuelle et future, comme l'a dit M. Lauzet, on aurait souhaité que la réglementation future fasse un push pour éviter, dans 10 ans, un mitage. Alors évidemment, dans 10 ans, en l'état actuel des choses, la carte aura évolué positivement, mais on craint toujours un mitage territorial de zones avec PCRS. Forcément, on cite les métropoles, et donc une segmentation urbain-rurale avec des zones où peu de choses localement se seront passées. Donc on n'aura pas ce push réglementaire, et donc la nouvelle de l'IGN, c'est une bonne nouvelle. On est persuadé qu'il faut une organisation qui va consolider là où il y a aujourd'hui des entités qui gèrent les meilleurs fonds de plan. Je suis assez d'accord avec Frédéric, le fait autorité locale publique compétente, je préfère de parler d'entités qui gèrent aujourd'hui le meilleur fonds de plan disponible. Donc c'est surtout pas se substituer aux discussions locales, à ce qui se passe localement ou à ce qui va se passer localement. C'est plus une consolidation, et c'est plus également intervenir là où localement il ne se passe pas grand-chose. Donc on prend la nouvelle de l'IGN comme une très bonne nouvelle. Sur la partie open data, plus un avis contrasté. Oui, ça je voulais en parler. À la fois, aujourd'hui, il y a des difficultés dans les discussions. Une des difficultés, c'est pas la seule, mais c'est bien une difficulté de financement. Alors, nous, entre guillemets, comme on finance aujourd'hui 100% de nos fonds de plan, on n'a aucun souci à prendre notre quote-part dans le financement du PCRS. Malgré tout, il y a des difficultés. On ne voudrait pas que le fait de dire ce gros mot d'open data puisse assécher les bonnes volontés de financement. Cela étant dit, lorsque tous les acteurs, mais ça a été dit comme ça, lorsque tous les acteurs qui doivent participer au PCRS le font, en fonction de leur quote-part, notamment de voiries occupées, lorsque tout le monde a pris sa part,
Là, pour le coup, le passer en open data ne nous pose aucun souci également. Alors, Orange, comment vous voyez ça? Sympa. Alors pour Orange, effectivement, ça répond à une de nos attentes. Hein. On voit ça voilà, avec un très bon œil. Hein. Pour nous, l'échelon de coordination nationale qui agrège ces PCRS, ça va de soi. Enfin, c'est un peu notre attente. Je comprends très bien la position des autorités locales compétentes, parce qu'il faut que ce qui a été engagé avant puisse être attribué à sa juste valeur. Donc il faut trouver le modèle contractuel qui va bien. Et donc nous on est prêts à s'inscrire dans cette démarche-là. Hein. Et à la limite d'aller plus loin, on parlait des modalités contractuelles qui n'étaient pas complètement définies. Mais idéalement pour nous, je vous donne la vision idéale pour nous, ce serait d'avoir, on va dire, un guichet unique PCRS avec qui on contractualise, et que derrière, il y ait des reversements à hauteur des engagements financiers déjà pris des uns des autres. Mais pour nous, une facture unique, voilà, tous les ans, qui intègre la mise à jour, ça nous irait très bien. Tu as Voilà. entendu, Mathieu? Une facture unique. Je ne sais pas si on ira jusque-là, mais l'idée, ce serait de nous simplifier la vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'organisation régionale en matière de cartographie. Ce sont des prestations qui sont entièrement sous-traitées. On n'a pas d'équipe voilà, qui fait de la mise à jour cartographique chez Orange. Voilà, c'est complètement en externe. Donc, nous, une prestation globalisée pour respecter cette réglementation et atteindre l'échéance de 2026. En plus, ça nous laisse le temps. C'est aussi une bonne nouvelle de voir que ça a été reporté en 2026, parce qu'on a quelques années pour progresser, faire en sorte à la fois en tant qu'opérateur de réseau sensible qu'on ait ce PCRS au niveau national, et à la fois qu'on soit aussi en classe A, puisqu'aujourd'hui nos 600 000 km de réseau enterrés sont à 95% en classe B. Donc on a deux chantiers importants, on a à la fois le PCRS et on a la classe A aussi à mettre en œuvre. Alors, je comprends bien cette notion d'open data, et c'était un sujet qu'on voulait aborder même sans avoir la primeur de cette annonce. Effectivement, comme tout travail collaboratif, montage de coopération autour de cette production, cette notion, on l'a bien vu, de crainte des passagers clandestins, la notion de pérennisation dans le temps, de maintenir l'implication des partenaires, parce qu'un PCRS ne vaut que s'il est vivant, hein. Un PCRS mort, c'est sans intérêt. Donc ça pose un problème, effectivement, et j'aurais tendance à dire pareil, en open data, ça règle quand même beaucoup de choses, mais justement, ça pose la question du financement. Pour pouvoir diffuser en open data, ça veut dire qu'on a réglé absolument tous les problèmes de financement amont, puisque rien n'est gratuit par essence. Donc, comment vous voyez, vous, par exemple, Frédéric, c'est vrai, parce que c'est pas... Bon, c'est tombé sur moi. Hein? C'est tombé sur moi. C'est tombé sur toi. Bah, après... Bon, moi, je partage le sentiment de ce qui a été évoqué là à l'instant. Là. C'est que, évidemment, à partir du moment où l'ensemble des utilisateurs, des primo-utilisateurs, on va dire, sont autour de la table pour financer et maintenir le fonds de plan, pourquoi pas l'ouvrir? Maintenant, ça demandera du temps. Donc, oui, l'open data, oui, et pas tout de suite. Voilà, faut laisser le temps nécessaire pour qu'on trouve le modèle économique qui va bien pour assurer la qualité, le maintien du fonds de plan dans les années qui viennent. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Après, je pense que je ne suis pas un expert des licences, mais peut-être qu'il existe déjà des licences qui pourraient être adaptées pour diffuser plus largement ce référentiel à d'autres acteurs que les exploitants de réseau. Mais je ne peux pas y répondre. J'ai échangé très brièvement avec Jérôme Desbœufs hier. Il m'a évoqué certaines licences. Ça ne me parlait pas du tout. Donc, mais peut-être qu'il y a des licences qui peuvent répondre à ce besoin-là. Et ça veut dire aussi que des opérateurs, justement, comme Orange, comme Enedis, que des opérateurs privés de réseau
comprennent bien la logique de l'open data, c'est-à-dire que c'est effectivement assurer un financement à l'amont pour permettre une diffusion élargie, ce qui n'a pas toujours été évident. Oui, je n'ai pas du tout parlé de l'open data. Enfin, pour nous, ça ne pose pas de problème particulier. C'est pas une position philosophique. Non, l'open data, parce que de toute façon, en termes d'obligations réglementaires, on doit le financer. On le fait par rapport à un usage spécifique qui est de répondre des TDICT. Donc après, voilà, l'open data, oui, c'est pas gênant. La FIGEO a une position sur la question ? Il était en train de se dire que j'allais le laisser tranquille. Je m'en sors bien, je suis discret sur ce coup. Non, la position de la FIGEO, c'est que la FIGEO est très impliquée dans le PCRS depuis le début, donc avec une seule qualité, me semble-t-il, c'est celle d'être capable de mettre à peu près tout le monde autour de la table. Parfois même d'avoir des scoops, ça c'est bien. Là, on a été vraiment bon, on ne le savait pas, mais on est encore meilleur que ce qu'on pensait être. Et c'est ça le scoop. C'est ça le scoop. Non, c'est l'association journaliste et FIGEO, voilà, tu vois. C'est ça, ouais. En fait, depuis qu'on a fusionné l'événement avec Décryptage Géo, ça va beaucoup mieux. Donc on a maintenant des informations qui sont vraiment de bonne qualité. Le sentiment qu'on a quand même aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, c'est un projet intéressant. Il va falloir sûrement un peu de coordination. Il y a quelques points qui restent sensibles du côté de l'autorité publique locale, notamment parce que c'est quand même un travail qui est issu de la loi anti-endommagement, donc il y a des responsabilités pénales. Parce que c'est bien là-dessus qu'on était parti. On était parti sur le fait qu'il y avait quand même des gens au bout d'un moment qui, avec une pelleteuse, risquaient bien de se retrouver en train de griller en tapant de la moyenne tension. Donc il ne faut pas oublier ça et pas être complètement détaché du sol et des réalités, et pas seulement sur des histoires de cartos, de format d'échange. Il y a aussi des gens qui bossent tous les matins sur des tractopelles, et c'est à cela aussi qu'il faut qu'on pense. Oui, mais alors justement, ceux-là... des fois, ce qui serait bien, c'est qu'ils partent juste avec des plans. Oui, ça serait pas mal. Donc c'est vrai que du coup, 2026, c'est pas une bonne nouvelle en matière de sécurité. C'est une bonne nouvelle en matière d'organisation. C'est pas une bonne nouvelle quand on repousse à chaque fois les délais sur des questions de sécurité. Le rôle de la FIGEO, c'est quoi ? Le rôle de la FIGEO, c'est effectivement peut-être d'être facilitateur en la matière, de continuer à faire ce qu'on fait. Ça veut dire de continuer à parler à tout le monde, de continuer à parler à l'IGN, de continuer à parler à Enedis, de continuer à parler à l'ensemble des acteurs publics et privés de cette histoire, sachant quand même qu'on est sur des situations très diverses, suivant les territoires. Avec des acteurs qui sont différents, qui ne sont pas les mêmes. Alors, on a des acteurs nationaux là, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs locaux et qu'il va falloir mettre autour de la table, qu'il va falloir fédérer, donc il y a un peu de boulot. C'est effectivement une chose qu'on ne sait pas trop mal faire à la FIGEO, donc sur lequel on pourra intervenir. Et puis après, la question du modèle économique et la question des relations contractuelles entre les autorités publiques locales et les gestionnaires de réseau, c'est une chose aussi qu'il va falloir affiner. Et là, il va falloir que le ministère se mette sérieusement au boulot, parce que moi, j'ai le sentiment quand même que le flou aujourd'hui, il ne va pas nous profiter. Le délai va peut-être nous profiter pour réfléchir un peu, il ne va pas profiter aux types sur les chantiers, mais le flou, je pense qu'il va profiter à personne. Alors, pour finir, parce qu'il nous reste assez peu de temps, j'aimerais qu'on reparle, je pense qu'on pourrait discuter, et les discussions vont certainement continuer. Le PCRS, donc comme Séverine l'a très bien reprécisé, c'est aujourd'hui défini en termes de format d'échange, etc. Mais ce que ça a déclenché, c'est quand même de la production de fonds de plan, du réarrangement de fonds de plan déjà existants pour certains qui avaient des choses. Et donc, si ça marche, ça répond à la directive anti-endommagement, mais ça a aussi déclenché d'autres usages. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu justement sur cette importance. C'est un peu comme le cadastre, c'est-à-dire que le cadastre a sa fonction, j'ai envie de dire, nominale, et puis il y a tout ce qu'on fait avec le cadastre. Et le PCRS aujourd'hui, le plan simplifié, il a sa fonction nominale
qui est en train d'évoluer, de se construire, etc. Et il a sa fonction réelle. Où est-ce qu'on en est justement dans ces usages par exemple, dans une collectivité, comment vous voyez les choses évoluer et de quoi vous avez besoin? Et c'est aussi un peu face à ces usages qu'on a des choses un peu différentes, puisque tout le monde n'y met pas la même chose. Alors effectivement, on a des situations, on le rappelait tout de suite, on a des situations extrêmement diverses dans les collectivités, mais on a aussi des évolutions de compétences dans différents niveaux de collectivité qui font qu'il y a des besoins en fond de plan dans différents domaines. Je vais pas vraiment m'étendre sur la question. C'est évident que quand on devient gestionnaire du domaine public, à contrario d'une commune et que ça passe à une collectivité comme une métropole, connaître le domaine public et c'est quoi le domaine public et où est-ce que ça s'arrête. Je crois qu'hier on a évoqué la notion de cadastre du domaine public. On est bien sur ces notions-là aussi, et si on a un fonds de plan de haute précision, quand même, ça va nous permettre peut-être d'avancer sur ces questions. Juste pour l'anecdote et pour vous dire ce que c'est que le travail dans une collectivité, dans une métropole aujourd'hui qui a pris la compétence du domaine public, Jean-Marie, vous ne m'enlèverez pas les mots, je pense. Les maires, ils veulent aussi garder des choses quand même pour eux, parce que c'est la proximité, c'est le travail de proximité. Si vous leur enlevez toute la gestion du domaine public, il ne reste plus grand-chose. Donc, dans une métropole, quand on prend la compétence sur le domaine public, on prend la compétence sur la voirie, et puis on prend la compétence sur le trottoir jusqu'au bord du bâtiment. Et puis on a des collectivités, des communes qui veulent aussi garder un peu de proximité. Alors un petit espace vert d'accompagnement de voirie, on va nous dire celui-là on aimerait bien le gérer. Si vous ne savez pas où il est, comment il est, etc., après ça pose toutes les questions juridiques qui sont liées à l'usage du territoire. Et donc, voilà, le PCRS, il pourrait aussi avoir vocation à avoir une définition cartographique de l'espace public un petit peu plus précis que le meilleur fond de plan qu'on a aujourd'hui, le cadastre. Et donc, du coup, voilà, c'est des usages comme ça. Il y a d'autres usages, bien sûr, l'urbanisme. Je ne vais pas non plus m'étendre sur la question, mais l'urbanisme, aujourd'hui, on veut rentrer dans la constructibilité, on veut savoir nos règles d'urbanisme, comment elles s'appliquent dans le territoire, et même éventuellement, parce qu'on parle là de PCRS image, mais on voit bien quand on construit un PCRS image, les images, on les fait aussi de façon à ce qu'elles nous permettent de faire un petit peu de 3D. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on fait bien un fond de plan au sol, on veut bien aller voir où se positionnent nos réseaux, mais si on pouvait avoir des recouvrements suffisants qui nous permettent d'avoir les pieds de bâtiment, d'avoir une petite image de la ville en 3D et que ça soit à peu près correct, etc., et qu'on puisse faire de l'urbanisme dessus, finalement on arrive à vendre et à remettre aussi dans la boucle des gens qui ne sont pas liés exclusivement à la réglementation anti-endommagement qui doit rester notre cœur de sujet. Donc voilà, il y a pas mal d'usages qui s'élargissent. Il y en a sans doute d'autres dans plein de domaines. On a donc aussi, si on fait une acquisition aérienne, si on se faisait aussi le canal infrarouge, on n'en a pas franchement besoin pour le PCRS, mais si on se fait le canal infrarouge, état sanitaire de la végétation, voilà. Donc la mutualisation, elle est dans le partenariat, mais la mutualisation, elle est aussi dans la réflexion globale de si on fait voler un avion, ou si on fait venir un géomètre sur le terrain, ou si on fait passer une voiture, il y a plein de méthodes, ou si on fait passer une voiture qui fait de l'acquisition, à quoi on va pouvoir l'utiliser et comment on va pouvoir le valoriser derrière. Donc c'est très important. Oui, bien sûr. Dans le Maine-et-Loire, même si vous avez une position de syndicat d'énergie, est-ce que justement ce travail de constitution, ça débouche aussi sur d'autres usages au-delà de la réforme
Il était disons, le syndicat est maître d'ouvrage du PCRS en Maine-et-Loire, mais je l'ai dit, on est associé dans les démarches des communes, les EPCI. Tous les EPCI et donc toutes les communes. Effectivement, c'est un outil, l'ensemble des données leur appartient pour leur territoire donné. Et comme ça vient d'être dit, effectivement, c'est des données aussi qu'on va valoriser localement sur des projets urbains, par exemple. Et c'est autant de choses que... Enfin, c'est une donnée qui nous appartiendra au niveau de la commune. Et donc, du coup, on n'aura pas à repayer quand on fera un aménagement urbain, quoi. Et alors, je me tourne... Ah, tu veux encore parler ? Non, mais j'ai essayé de t'épargner, mais... Non, mais dire simplement que le PCRS, ça se réduit pas simplement à un coût. Ça permet aussi de générer pour les exploitants de réseau des économies importantes, notamment pour tout ce qui est préétude. 2 exemples, nous on a 2 syndicats d'énergie qui sont partenaires du fonds de plan sur l'Auvergne, l'Allier et le Cantal, qui nous ont fait des retours. Ça fait maintenant plusieurs années qu'ils disposent sur certaines parties de leur territoire d'un PCRS. Sur l'Allier, ils estiment leur économie à plus de 100 000 euros par an en préétude. Et sur le Cantal, on frise les 200 000 euros d'économie par an. Donc c'est des montants qui ne sont pas neutres et qui peuvent éventuellement être réinjectés dans des acquisitions supplémentaires pour étendre le référentiel à très grande échelle. Je te promets, je te demande plus rien. Oui, vas-y. Oui, juste pour compléter là-dessus, c'est effectivement, le PCRS, c'est à la fois une source d'économie claire, une fois réalisée, et c'est aussi un enrichissement, ça t'en parlais là en parlant des espaces verts, des choses comme ça. C'est aussi un créateur d'indices demain pour des véhicules connectés, donc c'est aussi quelque chose qui est valorisable. Ça veut dire que c'est à la fois des économies et à la fois de la production de richesse. Est-ce que nous allons considérer cela comme le mot de la fin ? C'est pas mal, non ? Un petit mot de conclusion chacun ? Elle est très très rapide. Très rapide. C'est super gentil parce que ces journées, elles sont quand même sur l'innovation. Hein. On était sur le numérique, on est sur l'innovation. Je ne parle pas que en mon nom, je parle aussi avec ma casquette AITF SICTOPO. Et s'il y a bien quelque chose qui ressort auprès de tout le monde, c'est que cette histoire-là, elle est au cœur de l'innovation et nous, ça nous va super bien, quoi. On est au cœur de l'innovation sur un sujet... Bon, il y avait les métadonnées aussi, c'est des fois un peu lourd à porter. On est un peu moins au cœur de l'innovation, mais alors là, dans le PCRS, on a plein de façons de faire et elles s'inventent tous les jours, les façons de faire. Il y a plein de façons de faire techniques, mais il y a plein de façons de faire aussi organisationnelles. Ça nous booste dans nos métiers, ça nous fait bouger nos limites, ça nous fait faire du lien entre géomaticiens, topo, et puis là il y a un truc un peu au milieu. On les fait parler ensemble. Donc je pense que l'enthousiasme de travailler sur ce genre de sujet qui nous fait sortir de nos collectivités, qui nous fait voir des nouvelles technologies, qui fait bouger les partenaires privés, je trouve que c'est vraiment enthousiasmant. Super. Bon, Frédéric, je ne sais pas si je te repasse la parole pour un mot de conclusion. Allez. J'ai mal pour toi en plus. Non, ça va, j'ai pas trop mal. Ça va. Non, moi juste souligner qu'aujourd'hui les difficultés, elles ne sont pas d'ordre technique, elles sont d'ordre politique. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à mettre tous les partenaires d'accord autour d'une table pour arriver à construire un projet commun qui est à mon avis une opportunité immense, pas simplement pour répondre à la sécurité des travaux à proximité des réseaux d'intérêt, mais aussi une opportunité pour améliorer considérablement toutes les bases de données qui existent. On a évoqué hier le référentiel à grande échelle. Ça peut être un support génial pour améliorer considérablement le processus de mise à jour de ces bases de données, puisque nous, au quotidien, il faut qu'on ait un fond de plan le plus à jour possible. Donc on met en place des process pour justement garantir cette qualité, cette exhaustivité. Aujourd'hui, on échange avec l'IGN, mais on n'en est qu'au début, pour améliorer l'actualisation de cette base de données, qui peut être profitable à tout un tas d'autres bases de données qui existent aujourd'hui, bases de données métiers, mais aussi référentielles qui sont diffusées par l'IGN aujourd'hui. Un mot.
2, 3. Oui, je dirais 2 grandes idées. La première, c'est celle qui est au cœur du PCRS, c'est des notions de mutualisation. Derrière la mutualisation, il y a des notions de collectif, travailler ensemble, et c'est ça qu'il faut s'évertuer à faire. Je crois qu'il y a des tas d'initiatives déjà qui existent. Il ne faut surtout pas que l'annonce de l'hygiène aujourd'hui vienne mettre ça en péril. Au contraire, il faut que ça, si ça peut donner un coup de boost à tout ça, ce sera très bien. Donc il y a vraiment cette notion de travail collectif. Et la deuxième, c'est ce qui a aussi été dit par mes voisins, c'est en quelque sorte, ça n'est qu'un début. Avec le PCRS, on crée un socle, des fondations pour aller plus loin vers du RTGE, de la 3D généralisée, du véhicule autonome et compagnie. C'est vraiment ça l'idée. Rapidement, on a tous à y gagner. On a tous à y gagner. Donc effectivement, comme l'a dit Frédéric, comme ça a été dit d'abord, c'est enthousiasmant. Il faut se mettre autour de la table. Techniquement, c'est pas là le principal problème, même s'il y a des discussions. C'est vraiment un socle, ce qui est commun entre nous tous, quels que soient les usages. On a parlé des réponses ODT, on a parlé d'usages pour l'urbanisme, pour un certain nombre de données métiers. Arrivons ensemble à se coordonner pour faire ce travail commun, parce que vraiment, on a tous à y gagner. Donc moi, je suis plutôt très optimiste. Super. Jean-Luc. Voilà, je rejoins ce qui vient d'être dit. Effectivement, l'idée, comme disait M. Courreau, c'est aussi élaborer des PCRS sur tout le territoire national, et ce serait dommage que dans certains territoires, on ait des choses un peu différentes, voisins des uns des autres. Donc effectivement, l'idée de réseau, il faut arriver à se parler et coordonner un petit peu au niveau des territoires et s'appuyer sur les bons exemples. On a des exemples en Pays de la Loire avec la Carène, n'est-ce pas, qui nous a devancé la région de Saint-Nazaire, avec nos collègues Pays et Bénédicte qui sont là-bas, qui voulaient faire les pop-up girls de la région des Pays de la Loire par rapport au PCRS. Et l'idée de cette rencontre d'aujourd'hui, de ces 2 journées, c'est aussi, on a évoqué hier avec le SDEC, une réunion prochainement pour échanger aussi avec eux sur ce qu'on a fait en Maine-et-Loire et il pourrait s'appuyer sur ce qu'on a fait en Maine-et-Loire. L'idée, c'est ça, c'est qu'on ait des réseaux et des groupes de travail à des échelles finalement géographiques différentes sans doute, mais que les collectivités, les syndicats et l'ensemble des partenaires, on puisse échanger les uns les autres. Merci de nous avoir réunis aussi pour ces 2 journées, parce que de tous ces échanges, il va naître des choses intéressantes. Et la table ronde de ce matin en est un bon exemple. Merci. Merci. Rodrigue. Alors, pour que le PCRS soit un succès collectif, il faut que tout le monde y contribue de manière active. Donc je pense qu'on va de plus en plus s'intéresser au sujet avec les informations qui ont été distillées ce matin. Je pense qu'on a tous intérêt à y aller. On a en plus un petit peu de temps pour le faire. Donc on espère être plus présent sur ce sujet désormais. Alors moi je conclurai plutôt sur une vision locale de la DREAL Normandie, puisque il ne faut pas oublier que l'objectif de la réforme anti-endommagement, c'est bien la prévention des endommagements de réseau. Et la mission de la DREAL Normandie, c'est bien de faire appliquer cette réglementation. Et pour ce faire, on inspecte des chantiers de travaux publics, on enquête sur des endommagements. Et la vision actuelle des choses, c'est que l'immense majorité des endommagements, en particulier sur les réseaux gaz, ce sont quoi? Des situations où les entreprises n'ont pas les plans sur les chantiers, ou si elles ont les plans sur le chantier, elles sont dans le fond d'une valise et les marquages, les repérages au sol n'ont pas été faits. C'est-à-dire qu'on a effectivement des pelleteurs qui travaillent à l'aveugle, ou alors, très souvent aussi, et ce qui est interdit par la réglementation actuelle, c'est que on sait où est le réseau à peu près, et en fait on le dégage à la pelle mécanique, ce qui est interdit, c'est-à-dire qu'on travaille dans le fuseau d'incertitude du réseau. Donc aujourd'hui, c'est pas effectivement le problème de précision des plans qui pose problème, c'est plus effectivement vraiment je dirais la négligence, et c'est ça qui cause aujourd'hui l'immense majorité des endommagements. Alors pour autant, je suis effectivement persuadé que le PCRS, en revanche, va considérablement faciliter la vie de ceux qui souhaitent bien faire. Ça, c'est sûr. Juste un mot sur le débat de ce matin qui va se poursuivre tout à l'heure.
moi, ce qui m'a amusé, c'était que hier, j'avais fait, dans le discours d'ouverture, je parlais de géographie utile, de modernité assumée, d'ouverture, et on est exactement dans ces thèmes-là pour le PCRS. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans une géographie utile, on est effectivement dans une modernité assumée, et puis il y a un troisième terme que je n'avais pas employé hier matin, et finalement, c'est le bon moment, c'est l'équité territoriale. C'est un terme important parce qu'effectivement, aujourd'hui, de développer le projet à une échelle nationale, c'est peut-être aussi se donner les moyens. Pardon, je deviens comme toi pour la voix, tu as dû me repasser un truc de Morito ou un machin comme ça, je crois. Donc c'est peut-être se donner les moyens aussi d'assurer une équité territoriale renouvelée sur ce genre de choses. C'est important parce que les territoires ont parfois, tu le sais, en Auvergne, et même certains qui ne sont même pas sur la carte, on a parfois le sentiment d'être tellement loin des choses que c'est un peu compliqué d'y participer. Voilà, alors, sur le discours de clôture, il va être extrêmement bref. En tout cas, je voulais juste vous remercier. Alors, remercier bien sûr tous les intervenants et remercier tout le monde, mais je ne vais pas refaire le coup des Oscars en remerciant tout le monde. Ça, c'est fait. Je voulais juste vous dire merci à vous qui êtes là, d'avoir été présents pendant ces 2 jours. Je voulais vous dire que nous, on a été très heureux d'organiser cette manifestation. On espère que jusque-là, pour vous, tout s'est bien passé. Et puis, on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Alors, on ne sait pas encore exactement la date, on ne sait pas encore exactement où, mais on est à peu près sûr, je crois, avec Décryptage Géo, qu'on va tenter de renouveler l'expérience et que l'année prochaine, on essaiera de nouveau de parler d'information géographique, de parler de tous ces thèmes passionnants, et probablement qu'on aura un peu avancé sur le PCRS, donc on aura peut-être un nouveau scoop, et on aura peut-être quelques scoops aussi sur les questions de rues connectées et de fabrication des indices sur le domaine public. Voilà, je vous remercie infiniment, et puis... Et puis café. Et puis café. Et puis café.